Le fonctionnement des portails, des fameux portails de Spacegate Odyssey, en fait, est basé sur un phénomène physique qu'on appelle les condensats de Bose-Einstein. C'est un assemblage de bosons, qui sont les particules vecteurs de force, qui, en réalité, vont se condenser pour former comme un fermion. Fermion qui est une particule de matière. Et donc ici, on a affaire à un condensat de Bose-Einstein de graviton. Graviton qui est la particule quantique vecteur de l'interaction gravitationnelle. Grâce à ce condensat de Bose-Einstein de graviton, on arrive au sein des portails à créer ce qu'on appelle communément un trou de verre, une déformation de l'espace-temps qui permet de prendre comme un espèce de raccourci dans un espace-temps. Il faut imaginer une feuille de papier qui serait pliée et qui serait recollée complètement et on pourrait passer du point là au point là en traversant la feuille de papier. Ça a été théorisé par Leonard Susskind. C'est grâce à ça qu'on arrive à créer ces fameux portails spatiaux qui vont aller nous permettre de coloniser ce nouveau système d'exoplanètes. Je suis Cédric Lefebvre, auteur de jeu. Spacegate Odyssey, ça c'est du bon gros jeu, madame. C'est un jeu de moi, illustré par Vincent Dutré, édité par les Ludonautes. Pour 2 à 4 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes, en fonction de si vous connaissez le jeu ou pas. Donc c'est un gros jeu, on va pas se mentir. C'est un jeu pour joueurs où la notion de tempo est vachement importante. Tu vas déclencher une action et tous les joueurs vont faire cette action-là un nombre de fois égal au nombre de bonhommes qui sont présents sur cette action-là. Il faut être hyper bien placé tout le temps. Tu es très souvent dans des dilemmes du style, est-ce que je fais l'action qui est la plus rentable maintenant ou est-ce que je fais l'action qui me permet d'être mieux placé pour profiter au mieux des actions que les autres vont faire derrière moi. C'est un jeu où il faut en permanence jauger où on en est, ce que vont faire les autres, est-ce qu'ils vont vraiment le faire, est-ce qu'ils vont pas vraiment le faire. Il faut vraiment hyper bien se positionner là-dessus. Et puis on a aussi une autre grosse composante qui est l'organisation de sa station spatiale. Là, c'est plus de la gestion de flux de colons, en fait, notre flux de meeple qui vont... Le flux de colons, ça m'a tué. Dans Spacegate Odyssey, chaque joueur va construire sa propre station spatiale. L'objectif est de faire venir ces colons, de les faire évoluer dans la station, puis de les envoyer à travers la porte des étoiles vers les différentes planètes. Chacune score de façon différente, un peu comme un jeu dans le jeu. Une fois que les 5 planètes ont été colonisées, il y a un décompte final. Celui qui a le plus de points de gloire l'emporte. On n'est clairement pas dans le party game. C'est un jeu qui va vous demander de réfléchir. Si vous concevez mal votre station spatiale, vous courez à la catastrophe. Il va falloir bien enchaîner, bien positionner les salles, bien répartir vos petits bonhommes. Sinon, vous serez le dernier à atterrir sur la planète à conquérir et BZF les points. Dis pas ça BZF les points. BZF les points. C'est un vrai jeu d'opportuniste, un putain de jeu à timing intriqué. Alors ça a l'air compliqué comme ça, parce que c'est pas un jeu simple. Au niveau des neurones, ça fait très mal à la tête. Mais la mécanique, elle, vous bougez un pion, ça va déclencher une action, vous déplacez vos trucs, ils partent à l'espace, vous marquez des points. Ou pas, parce que des fois on ne marque pas de points, c'est trop tard. Et bien souvent, les jeux d'opportunistes ne sont qu'opportunistes. Et là, il va aussi falloir prévoir à moyen terme ou à long terme vos positionnements. Puisqu'à un moment donné, il va falloir quitter la station spatiale pour aller marquer des points sur les exoplanètes. Et ça, il faut y réfléchir et le préparer à l'avance. C'est pour ça que ça en fait un jeu intéressant, titillant, excitant. Alors j'avoue que dès qu'on se construit son petit plateau personnel, moi je plonge parce que j'ai l'impression de me faire ma petite histoire avec mes petits bonhommes qui arrivent et qui se passent « Ah, je me suis perdu de l'autre côté! Oh, je suis tout seul, il y a encore quelqu'un !» On a parfois l'impression d'être hors tempo, on prépare un petit peu en sous-marin et on revient dans le tempo dans une deuxième partie de la partie. J'avoue que j'y retournerai avec plaisir. Néanmoins, si on est complètement hors tempo, la partie est pas loin d'être ruinée. Peu ou prou. Si on se désolidarise des autres joueurs, si les pioches ou l'agencement de notre station est contre nous, ça va être difficile de revenir en jeu. Il y a une courbe d'apprentissage, c'est sûr. Ce n'est pas un jeu accessible tout de suite. D'ailleurs, ils ont prévu le coup, ils ont mis des petites tuiles joker qui fait que pour les débutants, on les autorise à réaménager parce que quand on n'a pas compris vraiment où sont les points de bascule, quand on n'est pas dans le tempo, quand on débute surtout, on a placé un peu ces trucs n'importe comment, au mieux qu'on pouvait, et on se rend compte que ce n'est pas optimisé du tout pour la fin de partie. Donc, il y a cette petite tuile joker qui démontre instantanément que c'est un jeu d'apprentissage. Le jeu propose plusieurs donnes aléatoires. Le fait de piocher dans un ordre certain, de découvrir la tuile et de voir que celle qui est en dessous était juste parfaite pour la station est effectivement parfois un petit peu frustrante. Ce n'est pas non plus catastrophique quand vous ne piochez pas ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas vraiment rédhibitoire. Mais
il y a cette petite dose aléatoire qui fait que les parties vont être un petit peu toutes différentes, la manière dont vous allez agencer votre station orbitale, mais il y a aussi les tuiles marquage de points, les exoplanètes, elles sont différentes. Vous en avez un set que vous n'allez pas utiliser à chaque partie. Vous allez les mixer, ce qui va vous donner des objectifs différents, donc une analyse différente. Les joueurs autour de la table vont aussi vous obliger à rééquilibrer, réadapter vos stratégies. Donc c'est un vrai jeu à apprentissage, un vrai jeu où vous allez vous mettre en question toutes les 2 ou 3 parties. Vous allez devoir revoir vos fondamentaux, ce qui donne un petit grain, un petit sel supplémentaire. L'idée, elle est venue d'une idée ergonomique avant tout. C'est-à-dire que j'étais en train de jouer à un jeu où on prenait des ressources en les transformant, etc. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant un jeu où quand on prend des ressources, on prend juste une ressource générique qu'on fout à un endroit, et quand on la transforme, on la déplace à gauche, à droite, au milieu, on la fait bouger comme ça. Et du coup, ça fait quelque chose qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, enfin moi qui me plaisait plus que de devoir jouer la marchande, de poser de bois pour prendre une pierre, etc. Comme ça marchait bien, ben, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se déplace? C'est pas forcément c'est pas des ressources, ça n'a pas de sens de dire qu'une pièce va se déplacer pour se transformer en bois. C'est une personne qui va se spécialiser dans telle ou telle chose. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée de la base. Et du coup, après, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être cool de la construire, cette base, en même temps que mes mecs vont se déplacer dedans. Donc c'est là qu'est venu le thème, l'idée un peu spatiale, parce que je vois bien une station dans laquelle tu vas venir greffer des modules, tu as des cosmonautes qui rentrent, qui se déplacent dedans, qui font leur mission, qui font ce qu'ils ont à faire, et puis qui s'en vont derrière, et pour ensuite finir, in fine, par partir ailleurs, pour finalement aller scorer les points. Mais j'ai envie de dire que la partie scoring de points sur les exoplanètes, c'est vraiment quelque chose qui me permettait de faire valider cette idée de déplacement, etc. Et puis la deuxième idée mécanique sur le déplacement des ingénieurs au sein de la station Odyssée, ça c'est vraiment l'envie de faire un jeu où on joue tous en même temps, où on a une action qui est impactante maintenant et qui est impactante pendant tout le prochain tour, voire tous les prochains tours, parce que bah, si on a fait une action à un endroit, ça veut dire que notre ingénieur va rester là et que potentiellement il va nous rapporter en fonction de comment les autres joueurs jouent. Donc c'est de faire un jeu qui soit à la fois un jeu joueur, mais un jeu qui soit très très interactif. Tu as beaucoup de jeux de joueurs où tu joues un peu tout seul dans ton coin et où bah, voilà, chacun optimise vraiment. Et là, je voulais quelque chose où l'interaction soit très 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 présente entre les joueurs. Quand on joue à Space Gate Odyssey, il y a aussi un peu de blabla entre les joueurs pour essayer de se manipuler, de se conseiller, de s'aiguiller. Ce qui rajoute au sentiment de jouer tout le temps et en permanence, puisqu'on est tout le temps occupé à regarder ce qu'il y a sur son plateau et l'optimiser, occupé à bouger ses pions grâce aux actions choisies par les autres joueurs et à négocier, discuter pendant les choix des autres joueurs pour essayer de tirer des actions à son propre avantage. Ce qui fait vraiment un jeu particulier qui va explorer un paquet de propositions ludiques, et tout ça dans une seule et même unique boîte. Alors le travail de Vincent Dutré, d'abord c'est toujours un bonheur de travailler avec Vincent parce que c'est quelqu'un qui est bourré de talent, qui est super bon dans ce qu'il fait et qui est toujours hyper humble dans la discussion qu'on a avec lui. Enfin c'est un vrai bonheur, il est toujours à l'écoute et l'avantage d'être à la fois je pense l'auteur et la personne en charge d'une partie de la direction artistique avec lui, ça nous a permis vraiment de se caler et de voir quels étaient les points de gameplay qui était très important pour les faire ressortir grâce à l'illustration. On a vraiment beaucoup bossé ensemble là-dessus, sur est-ce qu'on essaye ça, est-ce qu'on fait ça comme ça, est-ce qu'on fait ça comme ça. Et ça a été vraiment un vrai bonheur de travailler avec lui. Et après, quand tu vois le résultat final, bah, c'est toujours absolument magnifique. Moi, je suis super fan de ce qu'il fait, c'est pour ça que je travaille avec lui. Ça correspond vraiment à ce que j'imaginais et toutes ces idées, elles sont toujours très justes et très raccord avec ce qu'est le jeu, etc. Et vraiment, ça a été un vrai bonheur de travailler avec Vincent. La boîte est extrêmement bien remplie, vous allez vous en tirer pour 50 €. C'est typiquement le gabarit du jeu qui rentre dans cette gamme de prix, et pour le matériel et pour la pratique. Vous avez des heures de jeu, vous avez du matériel de bonne qualité, de la rejouabilité. Pour tout savoir comment ça fonctionne, il y a une partie complète dans la Trick Track TV. Alors, une fois cette vidéo terminée, tu cherches pas midi à 14 h, tu fonces sur tricktrack.net pour la regarder. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mettez un pouce vert. Si vous n'avez rien à foutre de cette vidéo,
mettez un pouce vert. Si vous avez envie de manger des pâtes, mettez un pouce vert. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Si vous aimez les chauves, abonnez-vous. Si vous aimez les barbus, abonnez-vous. Si vous aimez les gens à lunettes, abonnez-vous. Et si vous aimez les jeux, abonnez-vous. Si vous n'aimez pas les jeux, abonnez-vous. Si vous avez mis un pouce vert, abonnez-vous. Et je reviens sur le début, si vous vous êtes abonné, mettez un pouce vert. Et voilà, et mettez un pouce vert, abonnez-vous. Et... Ils sont pas verts les pouces.